Bienvenue dans ce nouveau webinaire du petitjournal.com avec aujourd'hui comme sujet donc, fiscalité France-USA, toutes les clés à connaître et les pièges à éviter. Le petitjournal.com a votre quotidien en ligne pour les Français de l'étranger. Donc aujourd'hui, ce sujet, donc France-États-Unis, donc sur la fiscalité. C'est vrai que sur le petitjournal.com en ce moment, on a beaucoup de sujets sur les États-Unis avec évidemment, donc on a 4 éditions maintenant aux États-Unis avec Miami, San Francisco, Los Angeles, New York. Donc beaucoup de questions. Vous nous en avez fait la demande également. Donc beaucoup de questions sur la fiscalité entre la France et les États-Unis. Donc on tentera d'y répondre. Nos intervenants tenteront d'y répondre aujourd'hui. Donc, Jean-Philippe Sora, associé chez MSGL, donc cabinet de services conseil et d'expertise comptable. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, merci pour l'organisation du webinaire. Et effectivement, le sujet fiscal transatlantique, bien qu'on ne veuille pas trop en entendre parler, est un sujet brûlant et qui peut poser pas mal de soucis. Donc, il faut bien l'appréhender. Merci Jean-Philippe. Et Briac Duo, qui sera également présentateur aujourd'hui, donc qui est avocat à la Cour. Bonjour Briac. Bonjour à tous deux, bonjour à tous. Bon, j'espère qu'on arrivera à répondre à toutes les questions afférentes à ces sujets effectivement complexes mais passionnants. Merci beaucoup Briac. Donc, avant de démarrer, juste les internautes, sachez que ce webinaire donc, va durer environ 1 heure. Vous pouvez poser vos questions, donc il y a le chat qui se trouve à droite. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez et c'est toujours intéressant, on aime bien savoir d'où viennent nos internautes. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions également, on tentera d'y répondre au fur et à mesure, dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'on a un sujet... plusieurs sujets aujourd'hui, c'est assez dense, donc on tentera de faire au mieux et sinon on prendra un peu de temps sur la fin également pour y répondre. Et sachez que, bon, là, si vous n'avez pas de réponse à vos questions, Jean-Philippe et Briac pourront y répondre par ailleurs, bien sûr. Donc, ils vont laisser également leur contact, leurs coordonnées dans le chat et on mettra aussi une petite slide à la fin avec ces coordonnées où vous pourrez, n'hésitez pas surtout à les contacter. Voilà. Donc, sachez également, j'enchaîne aussi, mais sachez que cette vidéo, vous pourrez la retrouver dans un article et sur une vidéo YouTube qui sera publiée la semaine prochaine. Le lien du webinaire, pour ceux qui ne peuvent pas le suivre aujourd'hui, on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui, donc pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en live, vous recevrez un lien juste à la fin de ce webinaire où vous pourrez donc le reconsulter ou le voir ou le revoir à nouveau. Voilà, et donc voilà, c'est top, c'est super, on va passer une magnifique heure. On va démarrer, messieurs. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis on commencera. Parfait, Briac, tu veux y aller? Allez, c'est parti. Donc, globalement, je suis avocat au barreau de Paris, effectivement, et donc avec Jean-Philippe, je travaille beaucoup sur les sujets transatlantiques, notamment entre la France et les États-Unis. L'idée, c'est d'accompagner sur le plan français les personnes qui partent de France ou qui souhaitent y revenir. Et donc, ça nous permet de traiter tout un large éventail de sujets, que ce soit sur les revenus, le patrimoine, les transmissions. Voilà, et pour ma part, donc, je suis expert comptable en France, CPA américain, donc expert comptable américain, et aussi expert comptable canadien. J'ai créé le cabinet MSGL en 2017, il a eu plusieurs noms. Aujourd'hui, c'est MSGL. Nous accompagnons les Françaises et les Français sur l'ensemble de l'Amérique du Nord en termes de fiscalité, mais aussi les entreprises de toute taille dans leur développement nord-américain. Voilà. Et nous travaillons conjointement avec Briac sur les sujets transatlantiques. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Donc je rappelle le sujet du jour, fiscalité France-USA, toutes les clés à connaître et les pièges à éviter. On va commencer par rappeler un peu l'importance de cette thématique, messieurs, et donc pourquoi est-il essentiel de bien comprendre et anticiper l'impact de son expatriation sur sa fiscalité? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Oui, effectivement, tu veux démarrer, Briac, ou je laisse, messieurs, je vous laisse prendre la parole. Souvent, lorsqu'on quitte la France, on est habitué à une fiscalité française qui peut parfois être complexe. On va être habitué aussi à une gestion patrimoniale française
tant en termes d'investissement qu'en termes de transmission, de succession, de donation. Une fois qu'on va traverser l'Atlantique, on va se retrouver avec une fiscalité qui va être très différente, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de juridictions auxquelles on va devoir rapporter. Par exemple, si vous déménagez à New York City, vous aurez des impôts New York City, vous aurez des impôts New York State sur le revenu, et vous aurez en plus des impôts fédéraux. Donc 3 niveaux d'imposition avec des règles qui, certes, sont assez similaires, mais qu'il faut bien appréhender. Et on va avoir des traitements fiscaux pour tout ce qui est patrimoine français qui va différer lorsqu'on va arriver aux États-Unis. Pareil en termes de succession, donation ou autre. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, du coup, mais quelles sont alors, du coup, selon toi, Jean-Philippe, donc les erreurs les plus fréquentes aussi, les erreurs qui peuvent arriver et qu'est-ce qu'on peut faire justement? Quelles sont? Dis-nous. Alors, l'erreur la plus commune et qui coûte le plus cher, c'est d'arriver aux États-Unis, et là je ne le dis pas pour moi, pour travailler forcément avec moi, mais c'est de penser qu'on va pouvoir tout faire tout seul en termes fiscaux. C'est impossible, sauf si vous arrivez en début de carrière, que vous n'avez absolument aucun patrimoine, vous arrivez aux États-Unis. Alors là, il y a des services TurboTax par exemple, sur lesquels on peut faire ses déclarations d'impôts, qui ne coûtent quasiment rien, et il n'y a aucun risque. Du moment que vous allez avoir un élément d'extranéité dans votre patrimoine ou dans vos revenus, faites appel à quelqu'un parce que une erreur peut coûter très cher. Gardez en tête qu'une erreur en termes de compliance, les États-Unis, c'est un pays de compliance, c'est-à-dire qu'il y a des formulaires à remplir. Si les formulaires sont bien remplis, à ce moment-là, tout va bien aller. Si vous ne les remplissez pas, gardez en tête que c'est toujours $10 000 de pénalité par formulaire oublié, sans limite de temps. Donc, si vous allez aux États-Unis et que vous vous rendez compte que vous avez oublié des éléments au bout de 10 ans et que vous faites attraper par l'IRS, ne serait-ce que sur un formulaire, c'est 10 fois 10 000, ça fait 100 000. Donc, ça peut vous coûter très cher. Il existe des procédures de régularisation, mais qui ont aussi un coût. Donc, à minima, faites-vous accompagner la première année quand vous arrivez. Voilà, ne croyez pas que vous pourrez faire tout seul. On a une complexité au niveau américain qui est difficilement appréhendable. Ok. Jean-Philippe, j'en profite. Il y a une question de Sylvestre et les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra comme ça un peu à la volée au fur et à mesure. Et petite question de Sylvestre justement qui parlait du formulaire IRS. Donc, Los Angeles, quel formulaire IRS doit-on remplir lors d'un avoir reçu lorsqu'on a reçu un immobilier en héritage? Je ne sais pas si tu vois la question. Non, je ne vois pas la question. Je vois une autre question sur les CFC et on va rebondir après dessus. Parce que c'est une règle très particulière. Alors, quand vous recevez un héritage étranger, héritage ou donation d'ailleurs, d'une valeur supérieure à $100 000, à ce moment-là, il faut utiliser un formulaire qui va s'appeler le 3520, qu'il faut absolument remplir avec votre déclaration. Vous l'envoyez avec votre déclaration. L'année où vous recevez l'héritage, donc par exemple, vous avez reçu un héritage en 2025, le 3520 devra être envoyé avec votre tax return au plus tard le 15 avril, avec possibilité d'extension au 15 octobre, sur lequel vous allez reprendre les éléments que vous avez reçus en héritage. Il se peut, dépendant de l'ensemble de l'héritage que vous allez recevoir, que ce ne soit pas le seul formulaire à remplir. Si ce bien est détenu par une SCI notamment, et que vous avez reçu les parts de la SCI, on va devoir rajouter d'autres formulaires comme le 8865, par lequel on retranscrit les états financiers de la SCI sur votre déclaration. Et on va prendre en compte des considérations de constructive ownership. Je pense qu'on va y venir plus tard. Ouais. Mais voilà, pour répondre simplement, vous recevez un héritage, pensez au 3520 si vous recevez plus de $100 000 en valeur. Et à mon avis, peut-être compléter sur le plan français, parce qu'effectivement, finalement, c'est une vision globale qu'il faut avoir, à savoir côté américain et côté français, que ça soit lors du départ ou lors d'un retour, finalement, ce qui se passe en général, c'est le mauvais accompagnement lors de la stratégie. C'est-à-dire que vous avez peut-être pendant 10 ans poursuivi une stratégie avec un objectif qui est souvent de développer un patrimoine, soit en vue d'une retraite ou en fonction d'autres objectifs. Mais la réalité, c'est qu'une mobilité a un réel impact finalement sur l'appréhension de ce fameux patrimoine et sur cette stratégie. Donc, l'objectif à chaque fois qu'il y a une mobilité dans un pays, c'est de reprendre finalement tout depuis le début et s'assurer que ce qui a été mis en place
finalement, conserve son utilité et son efficacité. Et dans un cas de départ de France, l'une des grosses erreurs, et qu'il ne faudra surtout pas oublier, c'est surtout de se dire que ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis qu'on va oublier la France. La France ne vous oubliera pas. Alors effectivement, la nationalité ne suffit pas à rattacher, on va dire, un contribuable à l'administration fiscale française. Par contre, dès lors que vous avez un revenu de source française ou un bien immobilier situé en France, ou même dans le cadre d'une transmission que le donateur ou le bénéficiaire est situé en France, il y aura effectivement une relation et une appréhension de la situation par le droit fiscal français. Donc l'objectif, c'est vraiment, lorsqu'il y a cette fameuse mobilité, c'est de se dire, on est accompagné des deux côtés, les deux États vont avoir des règles très particulières, et effectivement, même si on n'est plus sur le sol français, il faudra toujours s'y intéresser, être vif et être au clair sur les différentes difficultés que l'on peut rencontrer, que ce soit sur les obligations déclaratives ou même sur l'adaptation du patrimoine pour justement éviter les côtés néfastes et les conséquences qui n'auraient pas pu être anticipées avant. Ouais, tout à fait. Juste, je me permets de répondre à une question de Mathilde, oui, vas-y, Jean-Philippe. qui demande si on a les contacts de tax advisor français à New York. Bah voilà, vous l'écoutez, c'est moi. Mais oui, c'est ça. J'y pensais d'ailleurs. Je voyais ça et je me suis dit, mais ouais, très clairement. Ouais, c'est Jean-Philippe et n'hésitez pas. Là, il y a son contact qui est dans le chat, qui est un peu plus haut. Donc, n'hésitez pas à contacter son cabinet, bien sûr, directement. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions aussi en direct comme ça. C'est parfait, Jean-Philippe et Briac. Est-ce que ça vous va? On démarre? Ouais, vas-y, Jean-Philippe. Ouais, dis-moi. Alors, juste, je vois une question de Anonyme postée il y a 2 minutes. Si je deviens résident fiscal français, résident fiscal aux États-Unis, pardon, est-ce que je dois continuer à déclarer mes revenus en France, même s'ils y sont déjà imposés? Alors là, c'est pour Briac, puis je vais intervenir rapidement sur la partie américaine. Mais Briac, excellent. Surtout que c'était ce qu'on allait entamer. On allait parler de résidence fiscale, donc on y est, allez-y. Parfait. Exactement. Alors, on va revenir sur la notion de résidence fiscale un peu après, mais effectivement, juste sur cette obligation déclarative, on pourra le revoir. Globalement, c'est ce que je disais, la France ne vous oublie pas, donc c'est-à-dire que dès lors que vous quittez la France, mais vous conservez des revenus français, les obligations déclaratives demeurent. Et ça implique, dans cette situation-là, effectivement, de déposer chaque année les déclarations telles qu'elles auraient été faites si vous étiez resté résident fiscal français. Le régime fiscal sera différent, on pourra le revoir, mais voilà, les obligations déclaratives demeurent et il ne faut surtout pas oublier parce que pour le coup, l'administration fiscale française reçoit également les informations des États-Unis et donc viendra vous chercher si nécessaire. Et côté américain, si vous êtes résident ou résidente fiscale américain, à ce moment-là, vous déclarez aussi vos revenus français. Les impôts vont y être calculés. Et puis, vous aurez droit à des crédits d'impôt équivalents aux impôts français payés. Et on va rentrer dans le détail, je crois, d'ici quelques minutes. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup et j'espère qu'on a répondu à la question de Sylvestre dans un premier temps et de Monsieur Anonyme. Voilà, pas de problème. Parlons résidence fiscale. Alors, la résidence fiscale, donc, qui n'est pas un choix que peut faire le contribuable, hein, elle résulte de critères, disons, légaux ou conventionnels. Bon. Première question que j'avais, c'est comment détermine-t-on sa résidence fiscale en tant qu'expatrié aux États-Unis? Alors, côté américain, c'est assez simple. Il y a 3 tests. D'accord? Donc, on a la citoyenneté. Vous êtes citoyen américain. À ce moment-là, de fait, vous êtes considéré comme résident fiscal américain. Donc, vous devrez déclarer à vie l'ensemble de vos revenus mondiaux, même si vous quittez les États-Unis, et l'ensemble de votre patrimoine mondial, donc les fameux formulaires dont je parlais tout à l'heure. Ça, premier test, citoyenneté. Deuxième test, ça s'appelle le Green Card Test. Donc, vous êtes Green Card. À ce moment-là, comme pour un Américain et une Américaine, vous devez déclarer aux États-Unis l'ensemble de vos revenus mondiaux et l'ensemble de votre patrimoine mondial. Ceci est vrai aussi si vous quittez les États-Unis. Du moment que vous avez votre Green Card, vous devez continuer à le faire. OK ? Et le dernier test, c'est le Substantial Presence Test. Donc, lui, va concerner les personnes qui voyagent beaucoup aux États-Unis ou les personnes sous visa, par lequel on va considérer que si vous passez 183 jours ou plus, évidemment, sur le sol américain, alors vous êtes résident fiscal américain. Mais comment calcule-t-on ces 183 jours? Ce serait trop simple de les calculer sur une année. On va les calculer sur 3 ans. OK? Donc, une année, par exemple, un jour 2025,
égale à 1 jour. 1 jour 2024, donc année N-1 égale 1 tiers de jour. Et 1 jour 2023, donc année N-2 égale 1 sixième de jour. Si vous faites ça, vous prenez la somme de tous ces jours-là. Si vous avez passé 183 jours ou plus sur le territoire américain, alors vous êtes de fait considéré comme résident fiscaux américain. Ce qui n'est pas forcément vrai dans les faits. On pense par exemple, un cas classique, ce sont les snowbirds canadiens, c'est-à-dire les personnes qui passent, les Canadiens qui passent l'hiver en Floride. Eux dépassent ce test-là, mais ne veulent pas être considérés comme résidents fiscaux canadiens. Donc que fait-on si on peut prouver que votre lieu de résidence effectif est à l'étranger, que vous avez, ça va très loin dans les démarches, que vous avez un permis de conduire dans un autre pays et pas aux États-Unis, que vos comptes bancaires sont dans un autre pays, que votre patrimoine est dans un autre pays, à ce moment-là, on peut remplir les conditions d'un test pour surseoir à la résidence fiscale américaine qui s'appelle le Closer Connection Test. Mais c'est un formulaire qu'il va falloir envoyer à l'IRS, donc c'est une démarche proactive de votre part. Il faut le leur envoyer pour leur dire, écoutez, oui, je dépasse les 183 jours sur 3 ans, mais je ne suis pas résidente ou résident fiscal américain. Voilà. Sinon, de fait, l'IRS vous considérera comme résident fiscal américain, même si vous n'avez pas de visa, parce que souvent, on mélange un peu les choses. Donc, l'immigration, l'IRS, ils sont liés, mais pour ces fins-là, sont totalement cloisonnés. Donc, voilà. Et si vous n'envoyez pas votre déclaration alors que vous avez dépassé les 183 jours, attention, là, vous risquez des pénalités assez importantes puisqu'on parle à chaque fois de 10 000 $ par formulaire oublié. Je vais le rappeler plusieurs fois, gardez bien ça en tête, c'est 10 000 $ par formulaire oublié sur les éléments de votre patrimoine étranger. C'est très, 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 très important. Merci beaucoup Jean-Philippe. Briac, un petit mot ou est-ce que je peux poursuivre peut-être sur… Peut-être côté français quand même, parce qu'effectivement, il y a toujours cette difficulté que l'on rencontre. C'est pas parce que finalement, vous entrez dans la qualification d'une résidence fiscale aux États-Unis que la France, encore une fois, sera oubliée. L'idée, c'est d'étudier au regard du droit interne français. Est-ce qu'on remplit un des critères? Donc, la méthode française, elle est assez différente, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont alternatifs. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on remplit l'un des critères, la notion de résidence fiscale, enfin de domicile fiscal en France sera remplie. Alors, on verra par la suite qu'est-ce qui se passe si on a 2 domiciles. Ça peut arriver. Mais côté français, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va appréhender finalement vos situations personnelles, c'est-à-dire où est-ce que se situe votre famille, vos enfants, vos parents, où est-ce que vous passez le plus de temps finalement par rapport à d'autres pays. Où est-ce que vous avez votre activité professionnelle? Est-ce que c'est une activité professionnelle qui est salariée, indépendante? Est-ce que vous avez une entreprise? On va regarder finalement vos investissements. Donc, on va vraiment éplucher la totalité de votre situation personnelle. C'est assez intime comme analyse, mais ça permet finalement d'avoir une appréhension globale qui vient ensuite nous permettre de savoir si vous remplissez l'un des critères qui est posé par le droit interne français. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque, ça arrive souvent d'ailleurs pour des clients, lorsque vous avez un mandat social, vous pouvez ne pas être résident, enfin, vous pouvez ne pas vivre en France, mais vous pouvez avoir conservé un mandat social d'une société en France. La jurisprudence, pour le coup, pose des présomptions là-dessus. C'est-à-dire qu'elle vient dire qu'étant donné que la personne morale de la société n'a pas d'existence et n'a pas de capacité juridique sans son représentant, elle va avoir, pour la personne physique, une appréhension finale de dire vous êtes en France du fait de la société. Alors, ça peut être contre nature dans certaines situations, d'autant avec le télétravail qui s'est beaucoup répandu. Mais en réalité, on est en train de dire aujourd'hui que par attraction, finalement, du fait des mandats que vous pouvez avoir, vous allez redevenir résident. Donc, finalement, c'est vraiment une analyse globale qu'il va falloir faire pour finalement se dire est-ce que vous êtes resté résident fiscal français? Et effectivement, si vous avez rempli de l'autre côté les critères qu'a évoqué Jean-Philippe, dans ce cas-là, l'idée, je pense, c'est de savoir ce qui se passe. Parfait, merci Briac. On a pas mal de questions dans le chat et qui ont à voir aussi un petit peu avec ce que vous dites. Laura qui nous dit mais c'est peut-être plus intéressant d'être entre guillemets résident américain. Bon, je sais pas si. Ouais, attention, parce qu'on peut avoir ces questions-là. Oui, alors je décide d'être résident de tel pays.
Non, c'est une situation de fait, comme l'a exposé Briac, un peu plus complexe à déterminer en France qu'aux US. Aux US, c'est très, il y a 3 critères et puis c'est tout. Donc, on ne choisit pas comme ça. C'est vraiment une situation de fait. D'accord, parfait. Bon, il y avait une autre question également. Donc, y a-t-il des démarches administratives à effectuer en France pour notifier le changement de résidence fiscale? Bon, En fait, c'est un peu. Alors, effectivement, il n'y a pas de règle en soi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une obligation de faire cette démarche et de déclarer votre résidence. Ce qui est sûr, c'est que lors de votre prochaine déclaration, étant donné que vous allez quand même devoir notifier ce départ à un moment donné. Mais effectivement, le jour où vous partez, bon, il n'y a pas forcément cette difficulté. La réalité pratique maintenant, et ce qu'on remarque pour les clients, c'est que à défaut de notifier auprès de l'administration un départ effectif de France, il y a un vrai sujet qui intervient sur les questions que peut poser l'administration et notamment sur la réalité de ce départ. Donc, nous, ce qu'on fait régulièrement pour nos clients, c'est d'avertir l'administration, sachant que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en tant que non-résident, c'est-à-dire qu'en tant que résident fiscal américain, vous n'allez pas dépendre des mêmes centres des impôts que les résidents fiscaux français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que résident fiscal français, vous dépendez d'un centre des impôts des particuliers de votre lieu de résidence, là où, donc qui dépend du département où vous vivez actuellement, là où effectivement, en cas de départ, vous allez être rattaché au service des impôts des non-résidents qui est à Noisy-le-Grand, donc en région parisienne. Donc, finalement, il y a des communications qui sont très mauvaises entre les centres. Donc, effectivement, avoir cette démarche proactive qui permet finalement d'alerter l'administration et d'échanger finalement avec eux dans un souci de bonne foi, ça peut aider et ça peut résoudre beaucoup de difficultés. Très bien, merci Briac. Messieurs, sur la résidence fiscale, est-ce que, bon, là, c'est un sujet très, très dense, mais c'est vrai qu'on a 1 heure. Est-ce que vous avez d'autres... est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ou est-ce qu'on entame le prochain topic sur l'imposition des revenus? Part sur l'imposition des revenus. Ouais, on y va. Effectivement, oui, il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder, mais là, le temps étant limité. Allez, on y va. Peut-être juste préciser, effectivement, le point juste important, effectivement, dès lors qu'il y a une double résidence, il y a cette fameuse convention qui ensuite viendra trancher. Finalement, c'est peut-être le seul point à retenir, c'est que vous pouvez, au sens des droits internes, avoir une double résidence. Au sens de la convention, vous n'en aurez qu'une. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Effectivement, c'est le droit et c'est une analyse concrète de votre situation. Maintenant, ça demande une réanalyse pour être sûr de là où vous êtes. Il y a un intérêt, parce que je vois beaucoup de questions sur finalement la stratégie, l'intérêt fiscal. Il y a un intérêt fiscal des deux côtés à se trouver selon la situation dans un pays ou un autre. Mais encore une fois, ce n'est pas un choix. Et ça implique réellement de s'assurer que l'on respecte tant les conditions en droit interne que les conditions des conventions fiscales qui existent entre la France et les États-Unis. Enfin, je reviens juste sur un élément, ça peut être un choix si on fait en sorte de répondre aux critères pour devenir résident ou résidente fiscale de l'autre pays. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la question fondamentale, oui, effectivement, dans la résidence, mais ça va être l'imposition des revenus. Parce que je pense que beaucoup de questions que nous avons là proviennent, dans pas mal de cas, d'une incompréhension de qui va imposer quoi. Et c'est d'ailleurs la question qui vient de nous être posée sur une personne qui travaille dans une entreprise américaine mais qui garde des revenus en France. Ouais. Comment sont-ils imposés? Ouais. Là, on rentre dans le… C'est assez intéressant parce que ça va toucher plusieurs sujets. Et Adrien, est-ce que tu avais une Oui, bien sûr, bien sûr. Et si ça vous va, moi, on commence là-dessus, donc sur ce topic de l'imposition des revenus. Avant, déjà, je tiens à dire que donc on est en direct là sur ce webinaire avec Jean-Philippe Seurat, qui est associé du cabinet MSGL, service conseil et d'expertise comptable, et Briac Dio, qui est avocat à la Cour, que vous pourrez contacter. Leurs coordonnées sont dans le chat et on vous les transmettra de toute façon également à la fin du webinaire. Donc, allons-y sur ce grand topic de l'imposition des revenus. Moi, j'ai une question, donc c'est simple, pas forcément du coup, mais sur quel revenu un expatrié français est-il imposable aux États-Unis s'il n'est pas résident fiscal américain, mais également s'il l'est? Ok. Bon, alors là, c'est simple, effectivement. S'il n'est pas résident, il ne sera imposable sur ses… Il n'y a pas lieu à ce que les États-Unis l'imposent sur ses revenus français. Ouais. Par contre, s'il a des revenus de source américaine, type le cas classique, ça va être un bien immobilier qui est mis en location, à ce moment-là, il sera imposé en priorité aux États-Unis.
donc sur ses revenus fonciers, mais ses revenus fonciers uniquement. Et puis, je laisserai Briac traiter de la partie imposition française. Ouais. Et si jamais il vient travailler aux États-Unis, on peut avoir le cas d'une personne qui est payée par une entreprise française et qui va venir travailler sur le sol américain pour rendre des services pour cette entreprise française, pour un client américain par exemple. À ce moment-là, ce sont les États-Unis qui doivent l'imposer sur son travail français, payé par une société française. Pourquoi ? Parce qu'en termes de rémunération du travail, la source du revenu n'est pas le payeur, c'est le pays dans lequel est effectué le travail. Donc, si on a quelqu'un qui est salarié d'une entreprise française, donc qui reçoit un salaire payé par une entreprise française et qui effectue un travail aux États-Unis, ce sont aux États-Unis d'imposer, même si la personne est non résidente. Ça n'empêche qu'en France, il devra très probablement déclarer. Briac va en parler. Ouais. Oui. Mais voilà. Et d'ailleurs, si maintenant une personne est résidente fiscale américaine avec des revenus français, à ce moment-là, aux États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis vous imposent sur les revenus mondiaux. Donc, vous déclarez vos revenus américains, mais aussi vos revenus étrangers. Et effectivement, ça reprend une question qu'on avait tout à l'heure. Il va falloir déterminer, quand on a un revenu qui provient de l'étranger, il va falloir déterminer quel pays a la priorité d'imposition de son revenu. Est-ce que ça va être la France ? Est-ce que ça va être les États-Unis ? Et en fonction, on va demander des crédits d'impôt équivalents aux impôts, par exemple, français qui ont été payés pour ne pas être imposés 2 fois. D'accord ? Donc, on déclare aux États-Unis, lorsqu'on est résident, l'ensemble de ses revenus mondiaux. Et je réinsiste à nouveau, on déclare aussi l'ensemble de ses actifs étrangers, non américains. Désolé, j'insiste beaucoup, mais c'est souvent ce sur quoi les gens veulent faire l'impasse. Il ne faut pas. Parfait. Merci Jean-Philippe. Et ben, du coup, je pense, question, j'en suis même à peu près sûr, mais question pour Briac, sur quel revenu cet expatrié français est-il imposable en France et s'il est résident fiscal français et s'il ne l'est pas ? Alors finalement, la logique cette fois-ci sera à peu près la même, c'est-à-dire que une fois que vous serez résident fiscal américain, vous allez déclarer en France vos revenus de source française. Il y a peut-être une particularité, c'est-à-dire que ça concerne effectivement les revenus, mais également le patrimoine. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'impôt sur la fortune immobilière en France. Donc, les biens immobiliers français feront toujours l'objet d'une déclaration côté français. S'agissant des personnes résidentes fiscales de France, là également, on a cette obligation fiscale illimitée, c'est-à-dire qu'on déclare les revenus mondiaux. On procède à des éliminations de double imposition selon la convention fiscale et selon la nature des revenus et selon finalement également les critères personnels de la personne. C'est-à-dire qu'on verra, mais effectivement, la nationalité américaine peut avoir un impact sur la détermination des crédits d'impôt. Mais effectivement, la vraie distinction, elle se fera aussi sur les modalités d'imposition. C'est-à-dire que le résident fiscal français, il est imposé avec un barème progressif qui va jusqu'à 45%. Il y a également une petite nouveauté de cette année qui fait l'objet quand même d'un point d'attention qui est ce qu'on appelle la CDHR, c'est-à-dire que c'est une contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, toutes les personnes qui sont résidentes de France et qui ont des revenus supérieurs à 250 000 euros quand ils sont célibataires ou 500 000 euros lorsqu'ils sont mariés ou soumis à une imposition commune, il y aura un impôt supplémentaire. C'est-à-dire que vous aviez jusqu'à aujourd'hui la CEHR qui était exceptionnelle que par son nom, mais donc qui est une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et maintenant, vous avez une CDHR. L'idée, c'est d'assurer une imposition minimale de 20% sur les revenus des contribuables résidents de France. À l'inverse, les non-résidents n'ont pas cette dernière contribution. Ils auront uniquement un barème ajusté qui est entre 20 et 30% selon le niveau de revenu. Et il y aura finalement des règles assez particulières qui s'appliqueront sur le plan social, que ce soit pour les cotisations ou les prélèvements sociaux. L'idée, c'est de se dire, si vous partez de France, vous n'êtes plus forcément affilié à un régime de sécurité sociale français. Donc, il n'y a plus de raison de cotiser comme le serait une personne résidente. Parfait, merci Briac. Du coup, je reviens un peu côté États-Unis, mais question en fait, comment sont imposés en fait les principaux types de revenus, donc salaire, dividendes, plus-value, les pensions. Est-ce que peut-être Jean-Philippe, tu peux nous répondre ? Tout à fait. En fait, on va avoir principalement deux
niveaux d'imposition. On a les revenus considérés comme ordinaires qui vont être soumis à un barème progressif. Là, je ne parle que du fédéral et qui va monter jusqu'à 37%. Après, tout dépend des États. Hein. Si vous habitez en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Si vous habitez à New York, vous pouvez rajouter jusqu'à 15% d'impôt. Si vous habitez en Californie, ce sont encore d'autres seuils. Donc là, pour rappel, je me concentre sur le fédéral. Tout ce qui va être salaire, pension, intérêt, pas dividende, intérêt, vont être imposés à votre taux ordinaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence. Pareil pour les loyers. Et quand vous percevez des revenus fonciers, le résultat taxable que vous allez avoir va être considéré comme du revenu ordinaire. Maintenant, on part sur les plus-values. On a des seuils, plus-value court terme et plus-value long terme. Une plus-value est court terme lorsqu'elle est réalisée dans l'espace d'un an, en fait, entre la date d'acquisition et la date de vente. Là, la plus-value va être imposée à votre taux ordinaire encore une fois, donc potentiellement jusqu'à 37%. Si vous avez une plus-value long terme, donc plus d'un an se sont écoulés entre la date d'acquisition et la date de vente, là, vous aurez un taux d'imposition qui va varier entre 15 et 23,8%. Ce que vous allez trouver sur Google, si vous tapez Long Term Capital Gain Tax Rate, ça va être entre 15 et 20%. Sauf que il y a une surtaxe, la Net Investment Tax, qui va s'appliquer à tous vos revenus passifs, donc intérêts, dividendes et plus-value, de 3,8% lorsque vous dépassez certains seuils de revenus. Les dividendes, eux, dépendant de leur nature, s'ils sont qualified ou non, qu'est-ce qu'un dividende qualified? C'est en gros à peu près tous les dividendes que vous pouvez percevoir. Voilà. Sauf, en fait, il faut détenir les actions qui vous ont versé les dividendes plus d'un an pour qu'ils deviennent qualified. Sinon, ils sont non qualified. Ou sinon, ce sont des dividendes versés par des sociétés qui seraient dans des pays considérés comme à risque par les États-Unis. On parle de l'Iran, l'Irak, des pays comme ça. Mais sinon, si vous avez des actions qui sont détenues depuis moins d'un an, vous recevez des dividendes, là, ce sera taux ordinaire. Depuis plus d'un an, ce sont des qualified dividends imposés au même taux que les plus-values, donc entre 15 et 23,8%. Parfait, merci à toi Jean-Philippe. Juste, je reviens, il y avait Sylvestre qui avait une question un peu plus haut. Sylvestre, on reviendra dans notre dernier topic en fait, sur le patrimoine. Je vous poserai la question le moment venu. Je ne vous ai pas oublié. Est-ce que, alors, existe-t-il en fait c'est ma prochaine question, des accords fiscaux, conventions bilatérales donc entre la France et les États-Unis? Alors, je vais peut-être prendre le relais. Effectivement, c'est ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure. En fait, c'est cette fameuse convention fiscale qui existe entre la France et les États-Unis. C'est une convention qui permet de trancher ce sujet de résidence fiscale qu'on a déjà évoqué. Mais c'est également une convention qui permet de ce qu'on appelle éliminer les doubles impositions. C'est sa vocation. C'est-à-dire qu'elle a pour objet finalement d'analyser le revenu ou le patrimoine du client et de venir dire, bon, bah, en fonction de cette situation-là, l'État qui sera à même de vous imposer, c'est celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déclaration à faire dans l'autre pays. Ça ne veut pas dire que l'autre pays ne peut pas l'imposer. La réalité, c'est que en général, il y a une imposition prévue initialement par la Convention, puis ensuite une situation qui en découle. Et dans l'hypothèse où les deux pays seraient à même d'imposer un même revenu, il conviendra finalement d'anticiper et de prévoir des crédits d'impôt. Donc, l'idée, c'est d'avoir soit une situation avec un crédit d'impôt égal à l'impôt du même pays avec donc une sorte d'exonération, ou alors un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Exactement. Et d'un point de vue américain, comment est-ce que ça va fonctionner? Mettons-nous un peu dans la pratique. Vous avez des revenus fonciers français. OK. Briac nous a dit tout à l'heure imposé entre 20 et 30%, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, Briac? Donc, côté français, mettons que vous soyez à 30%, que vous ayez atteint les seuils pour être à 30% sur vos revenus fonciers. Vous habitez aux États-Unis, vous êtes donc non-résidente ou non-résident français, vous payez vos 30% sur vos revenus fonciers à la France. Côté américain, on va venir déclarer ces mêmes revenus fonciers. Mais on va les déclarer, alors attention, il y a une petite différence, on les déclare à la sauce américaine. C'est-à-dire que peu importe le choix fiscal que vous aurez fait en France, que vous soyez en régime micro ou à LMNP, peu importe. En micro, oui, on sera pas à 30%. Mais bref, peu importe le choix que vous aurez fait. Côté US,
on va déclarer toujours de la même manière. C'est-à-dire loyer encaissé, moins les charges. Il y a donc, si c'est un appartement, les frais de copropriété, quelques petits travaux d'entretien. On soustrait aussi les intérêts d'emprunt, donc pas le capital, puisque le capital, finalement, vous allez le retrouver quand vous vendrez le bien, si vous prenez de l'argent d'une poche pour le mettre dans une autre. Mais les intérêts, eux, sont perdus. On va soustraire aussi les taxes foncières, évidemment, et un amortissement. Aux États-Unis, on amortit d'office, qui va se faire sur 30 ans si le bien est situé à l'étranger et loué depuis 2018. Enfin, après 2018, avant 2018, c'est 40 ans. Que veut dire cet amortissement? C'est une notion purement fiscale. Si vous avez un bien qui a coûté l'équivalent de 300 000 $, on divise 300 000 par 30, ça fait 10 000 $ de charges qu'on va ajouter, enfin qu'on va soustraire plutôt à vos revenus fonciers de source française. Ce qui fait qu'aux États-Unis, vous allez vous retrouver avec un résultat taxable qui sera peut-être différent du résultat français. Ce résultat va être imposé, et là, vous allez dire au fédéral, ben attendez, j'ai déjà payé 30% d'impôts en France, donc je demande un crédit d'impôt pour ne pas être surimposé. Le fédéral dit OK, pas de problème. Comment certains, parce que certains vont poser la question, j'en suis sûr, ah ben OK, alors si j'ai un taux à 20% au niveau fédéral américain, j'ai payé 10 de trop à la France, donc les États-Unis vont me rembourser. Non, pas du tout. Les États-Unis vont vous accorder un crédit d'impôt équivalent à leurs impôts. Que vous ayez payé des impôts supplémentaires en France, ça leur est complètement égal. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc, ce crédit d'impôt complémentaire, vous allez le garder. Et d'année en année, il va se cumuler. Et un jour, il vous sera peut-être utile, notamment en cas de vente de ce bien immobilier, si en France, vous avez un abattement pour durée de détention avec une imposition qui sera minorée ou voire nulle, alors à ce moment-là, vous pourrez dire à l'IRS, attendez, ça fait 20 ans que je me traîne tous ces crédits d'impôt non utilisés, je viens les utiliser maintenant pour payer mon impôt sur la plus-value fédérale. Ça, c'est vrai au niveau fédéral. Au niveau des États, quasiment aucun État ne donne de crédit d'impôt pour les impôts payés à l'étranger. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, si vous êtes par exemple à 20% au fédéral US, 30 en France, vous pourriez vous dire, ok, j'ai un reliquat de 10%, je vais l'utiliser pour aller payer par exemple mes impôts New York. New York vous dira non. New York ne vous donnera pas de crédit d'impôt. Donc là, on peut avoir une légère surimposition. Ça, c'est pour les revenus fonciers. C'est un schéma assez classique qu'on rencontre très souvent. Mais on peut avoir d'autres cas où la convention fiscale est plutôt pas mal faite, notamment les retraites. Vous avez une retraite qui est française, d'accord? Donc vous êtes à la retraite, mais vous prenez votre retraite aux US, vous touchez votre retraite française, elle n'est imposable qu'en France. Aux États-Unis, on va venir la déclarer, mais aucun impôt ne sera calculé, elle ne rentre même pas en compte dans votre base imposable. Voilà, donc tout dépend pour les conventions fiscales, pour reprendre ce qu'a dit Briac, tout dépend du type de revenu et de qui, encore une fois, de qui a la priorité d'imposition. Et alors peut-être juste ajouter un petit point, parce qu'effectivement, on parlait de ces taux de 20 à 30%. Alors je vois qu'il y a une question sur la manière de déterminer le taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un barème. C'est-à-dire que vous êtes à 20% jusqu'à 30 000 euros et vos revenus supérieurs seront à 30. Mais on parle bien ici que de l'impôt sur le revenu. Et effectivement, lorsqu'on est français, on sait qu'il y a toujours d'autres choses. Et donc, il y a bien les prélèvements sociaux qui sont également intégrés dans la convention fiscale. Donc, le fameux crédit d'impôt dont parlait Jean-Philippe concernera tant l'impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 30, mais également les prélèvements sociaux qui aujourd'hui sont à 17,2. Donc, ça peut aller jusqu'à 47,2%. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau projet de loi de finances avait pour objectif d'augmenter ces fameux prélèvements sociaux. Pour le moment, le projet est tombé, donc on reste en l'état actuel des choses. Mais donc, effectivement, ce crédit d'impôt pourrait monter jusqu'à 47,2% du revenu imposé en France. Tout à fait. Et je confirme ce que dit Briac, qu'effectivement, les prélèvements sociaux français donnent droit à un crédit d'impôt aux US. Et ce, depuis 2018. Avant, ce n'était pas le cas. Parfait. Merci à vous, messieurs, pour ces… Je reprends juste une question. À quel taux est taxé, à quel taux sont taxés les non-qualified dividends? Oui, voilà, je l'avais aussi posé. À votre taux ordinaire, donc fédéral jusqu'à 37%. Ok. J'espère que c'est clair pour Vanessa, du coup. Parfait. J'avais une dernière question là, concernant donc l'imposition des revenus sur des points un peu de vigilance spécifique, on va dire. Quels sont les points de vigilance sur par exemple, avec les couples qui sont biculturels ou binationaux? Est-ce que vous pouvez nous répondre?
Alors, pour les binationaux, d'un point de vue US, après, Briac, je te laisserai parler pour la France, mais d'un point de vue US, vous allez avoir plusieurs possibilités. Bon, si le couple habite aux États-Unis, on n'a pas de question, tout le monde est résident fiscal américain. Mais si vous êtes binationaux avec un Américain, une Américaine ou une Américaine, et l'autre personne qui n'a pas de lien d'un point de vue immigration avec les États-Unis. Côté américain, vous aurez l'opportunité, parce que parfois c'est une réelle opportunité, de faire une déclaration de résidents fiscaux pour le couple. D'accord? Ce qui va vous permettre d'être dans des tranches d'imposition qui vont être beaucoup plus larges et de bénéficier d'abattements complémentaires. Parfois, ça peut paraître contre-intuitif, et parfois, ça peut avoir un réel intérêt. Ça s'appelle filed jointly, donc on fait une déclaration commune, même si une des deux personnes n'est pas résidente fiscale américaine, n'est pas américaine. Évidemment, cette personne-là va devoir se soumettre aux règles déclaratives d'un Américain ou une Américaine, c'est-à-dire déclarer tous ses actifs étrangers et l'ensemble de ses revenus mondiaux. Mais ça peut être une opportunité, notamment quand on a une différence importante de revenus. Si dans le couple, une personne ne travaille pas, une des deux personnes ne travaille pas, et que l'autre travaille, ça peut être intéressant. Et finalement, là où c'est assez important également, parce qu'il y a vraiment cette notion de double imposition qui, normalement, est éliminée par les conventions. Mais en pratique, on se rend compte avec Jean-Philippe qu'il reste toujours des situations dans lesquelles cette double imposition n'est pas parfaitement éliminée. En fait, elle résulte notamment d'une différenciation d'approche du droit américain et du droit français. Il y a des exemples, par exemple, le partnership ou le trust, qui sont des mécanismes très connus des États-Unis, mais qui, côté français, sont appréhendés d'une certaine manière, qui peuvent conduire à un conflit de qualification. L'administration fiscale se renverra finalement à la convention fiscale, mais parfois, selon les dates de fait générateur, il y aura des difficultés à éliminer parfaitement les impositions dès lors qu'il y a un décalage. Et donc, déjà, sur un premier point, c'est très important d'anticiper, encore une fois, dès lors qu'il y a un déplacement, donc une expatriation aux États-Unis ou un retour en France, parce que sur ces sujets-là, notamment côté US, il y aura une appréhension et un traitement qui devra être fait de ces mécanismes afin de s'assurer qu'une fois arrivé en France, on n'ait pas perdu toute l'utilité. Parce qu'effectivement, le trust, côté français, est aujourd'hui visé par le code. Alors certes, c'est un mécanisme anglo-saxon qui est très mal, on va dire, vu côté français, mais en tout cas, ça s'anticipe, ça se traite, et il y a des solutions qui permettent finalement d'éliminer les mesures punitives qui peuvent exister. Et pour rebondir sur une question de Révisef sur les stock options et les RSU, c'est également un sujet, on en parlait encore aujourd'hui avec Jean-Philippe, parce que globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le vesting, puis la cession. L'idée, on va faire très simple pour ne pas perdre non plus tout le monde, c'est que vous avez acquis donc, des titres à un prix avantageux. Ce premier gain, c'est normalement du salaire, et ensuite vous faites une cession. Quand il y a encore une différence de prix, vous avez une plus-value. Dans votre cas, finalement, vous êtes résident fiscal français. Donc, c'est-à-dire que la plus-value, elle est imposée au lieu de résidence, donc en France, si vous êtes encore en France. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, si vous êtes en France, vous avez acquis, donc vous avez obtenu des RSU ou des BSPCE, par exemple français, vous êtes ensuite parti aux États-Unis, vous n'aviez pas encore vesté. La difficulté, et ça fonctionnera dans l'autre sens, c'est de se dire que ce fameux vesting, donc cette acquisition de titres, aura un fait générateur différent aux États-Unis qui interviendra tout de suite au vesting, là où il sera reporté à la cession côté français. Et donc, vous ne pourrez pas éliminer votre double imposition si, effectivement, vous n'avez pas vesté avant de partir. Donc, voilà. C'est des sujets qui, en tout cas, doivent être pris en main. Et donc, que ce soit tant sur la qualification que sur les faits générateurs, effectivement, on arrive quand même dans des situations pratiques, malheureusement, à conserver des doubles impositions. Donc, pour les éviter, il y a toujours des solutions. La première, c'est surtout d'anticiper et de prévoir à l'avance, avant tout départ, quels sont les sujets à risque et qu'est-ce qui peut être fait justement pour éviter cette double imposition future. Parfait. Merci. Jean-Philippe, vas-y. Oui, on a une autre question là sur une donation, parce que ça, c'est un cas classique, une question de Bruno. Ses parents lui ont fait don de leur vivant d'une maison. Il n'y a pas de taxe sur la plus-value en cas de vente parce qu'ils sont propriétaires depuis plus de 30 ans mais c'est une maison familiale depuis 1930. Comment va se calculer la plus-value aux US?
eh bien, Bruno touche dans le mille. Parce que aux US, lorsqu'on reçoit une donation, alors quand en France vous faites une donation, vous donnez à la personne la valeur du bien, de l'actif, à la date de donation, la valeur de marché. Aux US, non. Vous donnez la valeur du bien à la date à laquelle il est entré dans votre patrimoine, si c'était par héritage ou acquisition. Si vous l'avez reçu par donation, on remonte à la génération précédente et ainsi de suite. Donc là, si on a cette maison qui est dans la famille depuis 1930, qu'elle a été toujours transmise par donation, on va prendre un cas extrême, si Bruno vend la maison, il va payer la plus-value réalisée sur prix de vente, converti au taux du jour de vente, moins prix d'acquisition de la maison en 1930. Donc ça peut coûter cher. C'est pour ça que là, on revient au tout début de la présentation, de l'échange. Ces choses-là s'appréhendent en amont. C'est quand même très important. Parce qu'on peut avoir là un cas qui va être assez complexe. Mais attention Bruno, là je suis alarmiste, mais sachez que je reviens encore un peu en arrière quand j'ai parlé des crédits d'impôt étrangers. Ok. Quel est le lien avec cette maison? C'est assez simple. Aux États-Unis, on a deux types de revenus, les revenus actifs, les revenus du travail, et les revenus passifs. Dans les revenus passifs, on a les plus-values, les intérêts, les dividendes. Et les revenus fonciers, qui par nature sont passifs, parfois ils peuvent être actifs, mais je ne rentre pas dans le détail. Si Bruno, vous avez des crédits d'impôt étrangers sur d'autres revenus passifs que la vente de la maison, notamment sur des dividendes, des intérêts, des revenus fonciers, à ce moment-là, à la vente de la maison, vous pourrez dire à l'IRS, écoutez, moi j'ai tant de milliers de dollars de crédits d'impôt que je traîne là depuis quelques années. Je vais les utiliser maintenant pour payer l'impôt sur la plus-value réalisée sur la maison. Donc ça, encore une fois, c'est vrai au niveau fédéral. Ça n'est pas vrai au niveau des États puisque les États ne reconnaissent pas les impôts payés à l'étranger. Pas de problème. Merci Jean-Philippe. Je reprends juste Laura qui demande une petite vulgarisation des propos. Mais Laura, si ça vous va, vous pouvez contacter Jean-Philippe ou Briac. Donc, leurs contacts sont dans le chat et je les remettrai aussi juste après. Puis, vous pourrez leur parler en privé également si vous avez une question et que vous avez besoin un petit peu de vulgarisation de certaines… Oui, effectivement, on aborde pas mal de sujets. J'ai vu que Laura est un peu perdu au niveau des stock options. Là, c'est un sujet oui, c'est particulier. Que même les bénéficiaires de stock options parfois ne comprennent même pas. Donc, c'est pas évident. Juste, Bruno a corrigé. Il a dit que la maison est dans la famille depuis 1830. Donc, là, jamais on était dans le cas extrême d'une transmission par donation depuis 1830, donc quasiment 2 siècles. L'IRS demande de faire des diligences raisonnables. C'est sûr que vous ne pourrez pas retrouver l'acte d'acquisition, à part un cas exceptionnel, mais ils vont demander de faire des diligences raisonnables, voilà, pour essayer de déterminer un prix d'acquisition. Sinon, ce qui va être important pour éviter ce genre de situation, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont en départ pour les États-Unis, qui ne sont pas encore partis, qui ont reçu des donations, et on peut faire ce qui s'appelle un pre-immigration tax planning, qui permet d'avoir ce qui s'appelle le step-up in basis, c'est-à-dire vous arrivez aux États-Unis avec une valorisation de votre patrimoine à votre date d'arrivée aux États-Unis. Et ça aurait pu, comme ça, bloquer le prix d'acquisition de la maison d'un point de vue américain, le bloquer à la date d'arrivée de Bruno aux États-Unis. Ça marche. Merci Jean-Philippe. Du coup, on a quand même entamé, on avait un topic là sur les obligations déclaratives et compliance. Est-ce qu'on le voit après? Parce que sinon, là, on est passé sur les donations. Voilà, il y avait ce topic avec patrimoine, succession et donation. On peut peut-être rester un peu dessus. Vous évoquez, effectivement. Ouais, ça vous va? Ouais, j'ai juste un petit… Bon, maintenant, on va finir les donations et après, je reviendrai juste sur tout ce qui est revenus étrangers, notamment français, qui seraient détaxés en France, ou certains actifs qui vont générer du revenu qui n'est pas taxable en France. Et pour les Français, Françaises et Français, c'est un acquis. Et ils sont souvent très surpris de voir qu'ils vont être taxés aux États-Unis sur ces revenus-là. Mais on y reviendra par après. Ok. Ok, Jean-Philippe, pas de problème. Bon, alors, concernant les questions, donc on souhaitait aussi savoir donc comment sont traitées les successions et les donations transatlantiques entre la France et les États-Unis, même si, tu en as déjà un peu parlé, Jean-Philippe. Est-ce que tu as des précisions là-dessus ou pas? Il y a un gros point à préciser.
et qui va être très important. Quand vous devenez américaine, américain, vous avez droit à une exemption sur votre succession, un abattement avant que des droits s'appliquent, de 15 millions de dollars, d'accord, sur votre patrimoine mondial transmis. Mais attention, cette règle-là ne vaut que pour les États-Unis. Il se peut que la France applique, et Briac va certainement en parler, des droits de succession ou des droits de donation. Si vous êtes green card et que vous habitez aux États-Unis, vous décédez aux États-Unis, à ce moment-là, vous avez droit aussi à ces 15 millions. Vous êtes green card, vous décédez en France alors que vous y étiez sans aucun but, sans aucune volonté de retourner aux États-Unis, donc en gros pas dans le cadre de vacances, vous décédez en France alors que vous êtes green card, là l'abattement devient celui d'une personne non résidente. Et une personne non résidente, on n'est pas sur 15 millions, on est sur 60 000 $, ce qui fait une différence énorme. Et au-delà, on va avoir des droits qui vont monter jusqu'à 40% de la valeur du patrimoine transmis. Donc, là aussi, si vous êtes non-résidente, non-résident, vous nous écoutez, que vous avez des actifs aux États-Unis dont la valeur dépasse 60 000 $, c'est très probablement le cas si ce sont des biens immobiliers, il y a des choses à mettre en œuvre et qui ne sont pas forcément coûteuses pour arriver à transmettre à vos héritiers plus que 60 000 $ hors droit. Et donc ça, c'est si vous êtes, vous faites une donation ou vous transmettez votre patrimoine. Si maintenant vous recevez une donation ou un héritage étranger, eh bien, côté américain, il n'y aura absolument aucun droit à payer. Vous pouvez recevoir 1 milliard, mais à condition que la personne n'ait pas de lien avec les États-Unis et que les actifs soient hors États-Unis, okay, vous aurez simplement des obligations déclaratives. À la différence qu'entre une donation et un héritage, on l'a vu dans le cas de Bruno, il n'y a pas de step-up in basis dans le cadre de donation. Donc, il vaut mieux donner du cash, en gros. Okay. Et effectivement, côté français, alors c'est un tout petit peu différent parce que globalement, ce que l'on vient regarder, c'est est-ce qu'il y a un point d'attache entre la donation, la succession et la France. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'un des actifs transmis est français? Est-ce que le donateur ou le défunt est français, enfin un résident français? Ou alors, effectivement, est-ce que la personne qui reçoit la transmission est résident de France? L'idée, c'est de se dire, si l'un de ces critères est rempli, alors les droits de mutation français pourraient s'appliquer. Il y a une convention qui existe encore une fois avec les États-Unis, cette fois-ci en matière de succession et de donation, qui est très importante. Et l'idée, c'est de venir analyser finalement la nature du bien transmis et se dire, est-ce qu'on est dans un cas où ce sera les États-Unis qui auront le droit d'imposer ou est-ce que ce sera la France? L'importance est énorme parce que les taux français vont entre parents et enfants enfin, en ligne directe jusqu'à 45%. L'abattement ici n'est que de 100 000 €. À l'inverse, dès lors que la transmission ne se fait pas au profit d'un parent proche, les taux peuvent monter jusqu'à 60%. Donc, c'est très dissuasif. Globalement, ça nécessite d'anticiper encore une fois pour faire ce qui est possible pour réduire cette imposition. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de se dire où est-ce que je vais être imposé? Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis résident de France, j'ai gardé des biens aux États-Unis, la succession sera imposée sur la totalité des biens, hein, c'est bien mondial. Il y aura potentiellement des crédits d'impôt, mais donc on n'évite pas finalement totalement les droits de succession côté français du seul fait d'être parti aux États-Unis. Donc c'est assez important d'avoir cette double analyse. Et ici, on est sur un point où on parle fiscal. Encore une fois, finalement, il faudra déjà distinguer également ce qui se fait sur le plan civil parce que n'oubliez pas que côté français, on ne transmet pas ce que l'on veut à qui l'on veut. Il y a la fameuse notion qu'on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est un mot assez complexe, mais qui veut juste dire que vos enfants, parce qu'ils sont vos enfants, ont droit à une quote-part de votre patrimoine. Donc, il y aura toujours finalement une analyse civiliste et fiscale à faire sur le plan français, en analyse finalement, en coopération sur le plan US dès lors qu'il y a cet élément d'externalité. Merci Briac. Et les internautes, si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais on arrive bientôt à la fin. Vous pourrez contacter donc Briac et Jean-Philippe. Je viens d'ajouter leur adresse que vous pouvez retrouver dans le chat déjà un peu plus haut. Messieurs, il nous reste un petit peu de temps, mais on peut parler un petit peu obligations déclaratives et compliance.
Moi, j'ai une question. Donc voilà, question, c'est quelles sont les principales obligations déclaratives pour un expatrié français aux États-Unis? Ok, en fait, c'est simple. Encore une fois, vous devez tout déclarer à l'administration fiscale américaine. On a plusieurs types, tous les actifs que vous possédez hors des États-Unis. On a plusieurs types de déclarations. Lorsque vous possédez des actifs financiers, donc tout ce qui va être hébergé par des banques, des compagnies d'assurance, et que leur valeur cumulée à n'importe quel moment de l'année, leur valeur maximale cumulée à n'importe quel moment de l'année, dépasse 10 000 $, alors vous devez tous les déclarer, c'est-à-dire tous vos comptes, vos assurances-vie, vos PE, PEA, LDD, j'en passe, tout ce que vous possédez, du moment que leur valeur cumulée maximale à n'importe quel moment de l'année dépasse 10 000 $, vous devez tout déclarer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, valeur cumulée maximale à n'importe quel moment de l'année? C'est simple, je prends toujours le même exemple parce qu'il est assez parlant, je pense. Vous avez 2 comptes bancaires, 2 comptes courants, sur lesquels en moyenne, vous avez à peu près toujours l'équivalent de 1 $. Donc des comptes qui sont en France, par exemple. Sauf que sur le premier, en mars, vous recevez 9 000 $. Le lendemain, vous virez les fonds à quelqu'un d'autre et vous retombez à 1 $. C'est le premier compte. Deuxième compte, vous recevez 2 000 $ en novembre et le lendemain, vous les virez à quelqu'un d'autre. On a 2 comptes différents, en termes de temporalité, 2 jours différents de l'année. On a eu 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000, on dépasse les 10 000. Donc, on doit déclarer les 2 comptes. Cette déclaration, comme le dit Sharon, c'est le FBAR, mais le vrai nom, c'est le FinCEN 114, qui doit absolument être fait si vous dépassez les 10 000 $. Et on déclare tous les comptes, pas uniquement les comptes qui dépassent 10 000 $. On est d'accord, on déclare vraiment tout, même un compte sur lequel il y aurait 50 centimes. Si cette déclaration n'est pas faite, eh bien, la pénalité est de 10 000 $ par année de manquement. Alors, ça, c'est depuis 2 ans. Avant, c'était 10 000 $ par compte non déclaré. Donc là, c'est un peu plus cool, si on veut. Et il n'y a pas de délai de prescription. Donc, l'IRS peut revenir vers vous autant de temps qu'il le souhaite. Ça, c'est une déclaration, c'est la plus connue. Mais on a aussi une autre déclaration, qui est le 8938, sur lequel on va reporter exactement la même chose, plus les parts de société familiale, si vous détenez moins de 10% ou autre part, par exemple, vous avez des actions de votre employeur, on déclare tout ça. Les seuils sont différents puisqu'on est à 75 000 $ à n'importe quel moment de l'année ou 50 000 au 31 décembre si vous êtes seul. Si vous êtes marié et que vous filez jointly, c'est le double. Donc là, on vient tout reporter. Si vous avez plus de 10% d'une société étrangère, là, on a encore d'autres obligations. On va devoir retranscrire les états financiers de votre société étrangère sur votre propre déclaration de revenus. D'accord? Si ça n'est pas fait, à ce moment-là, c'est toujours la même pénalité, c'est 10 000 $ par année. Et comment est-ce qu'on va calculer ces 10%? Avec la notion de constructive ownership. C'est-à-dire que pour les sociétés à responsabilité limitée, donc en France, avec toutes les sociétés commerciales, SARL, SA, SAS, et tout autre type de structure, qui a une responsabilité limitée, on prend en compte vos parts évidemment, les parts de vos enfants et les parts de vos parents, d'accord, pour le seuil de détention. Si vous avez plus de 50%, là en direct, ok, sans prendre en compte les parts des enfants et des parents, on a encore une autre notion qui s'appelle la guilty tax. Donc là, je reviens à la question du début, les CFC. Ça, c'est vraiment un sujet à part entière. On pourrait faire tout un webinaire dessus, donc on va le laisser de côté. Mais il y a on fera d'autres. Et pour tout ce qui est société sans responsabilité limitée, donc je parle notamment des sociétés civiles, les SCI, SCEA, tous ces trucs-là, là, on prend en compte les parts de vos parents, de vos enfants et de vos frères et sœurs. Parfait, merci Jean-Philippe. Juste allez en 1 ou 2 minutes et puis après je vous laisserai expliquer comment vous pouvez accompagner nos expatriés et nos internautes pour les aider. Mais juste, voilà, je reste sur les obligations déclaratives et compliance, mais donc les risques en cas de non-conformité ou d'oubli de déclaration. Est-ce que tu peux me dire rapidement quoi? Côté US, c'est toujours 10 000. Et ne pensez pas que vous allez passer entre les mailles du filet. Parce que ça fait que les banques françaises ou les compagnies d'assurance, du moment qu'elles savent que vous êtes américain, green card ou résident fiscaux, à ce moment-là, elles vont envoyer vos informations à l'IRS tous les ans.
Donc, l'ARS le sait. Il ne manque plus qu'à vous attraper et vous mettre des pénalités. Il y a quelque chose qui est aussi terrible. Au niveau des sociétés, ça s'appelle Papers. Vous tapez votre nom sur Google avec Papers, P-A-2-P-E-R-S, on voit tout ce que vous avez. Et sachez que l'IRS, et donc Trump a coupé beaucoup de budget au niveau fiscal, sauf là-dessus, parce que c'est de l'argent facile. Sachez que l'IRS va aller maintenant, et ils sont liés avec l'immigration, donc ils connaissent votre pays d'origine, et va aller chercher dans tous les registres publics ce qu'ils peuvent trouver sur vous. Donc ils vont aller vous trouver. Donc vous ne pourrez pas cacher vos sociétés. Et pour juste répondre à Laure, qui demande si le fait de déclarer veut dire être imposé dans les deux pays, où ça n'engage pas l'imposition, eh bien, le fait de déclarer en lui-même n'engage pas l'imposition. Par contre, les revenus que vous allez tirer de ce patrimoine étranger, oui, seront taxables aux États-Unis. Je pense notamment, par exemple, voilà, je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure, tout ce qui va être assurance vie française, compte-titre, PEA, PE, toutes ces choses-là qui peuvent être défiscalisées côté français, côté américain, elles vont être fiscalisées de manière annuelle et parfois de manière très punitive. Voilà. Donc, encore une fois, il faut prendre quelques actions avant de passer l'Atlantique. Parfait. Merci Jean-Philippe. Messieurs, je vais vous laisser conclure. Comme je disais tout à l'heure, voilà, expliquer un petit peu à nos Français qui vont peut-être partir à l'étranger ou ceux qui sont déjà sur le sol américain. Donc, comment vous pouvez les accompagner, voilà, et les démarches. Et je vous laisse conclure aussi pour chacun. Allez-y. Je pense que justement, finalement, c'est une belle boucle parce que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce fameux projet d'expatriation. Ce qu'il faut avoir, c'est globalement, on part pour une durée selon un format avec des objectifs dès lors que l'on arrive sur le sol américain. Et finalement, que ce soit sur la stratégie patrimoniale, sur la fiscalité, sur les transmissions futures, il y a plein de sujets, comme on a pu le voir. On les a évoqués de manière très rapide, mais on pourrait passer un webinaire sur, à mon avis, chaque thématique. Mais donc, l'idée, c'est de se dire, en fonction de chaque sujet, chaque problématique que l'on peut rencontrer, qu'est-ce que l'on fait? L'idée aujourd'hui, c'est de se faire accompagner pour finalement réduire ces sujets et éviter, on va dire, de rencontrer plus de problèmes que nécessaire. Tout est souvent compliqué. Maintenant, en étant bien accompagné et souvent en ayant du temps aussi devant soi, ça permet quand même de faire les choses de la meilleure des façons et donc de simplifier tant le patrimoine que les effets qu'il y aura une fois parti ou revenu. Donc voilà, l'idée c'est, à mon sens, hein, c'est peut-être la conclusion que je ferai, c'est organiser une timeline selon les projets qu'il y a. Si vous êtes déjà sur le sol américain, c'est voir dès que possible finalement quels sont les impacts en France de votre situation actuelle à l'étranger. Et si vous avez pour projet de partir, peut-être commencer à voir les différentes situations que vous avez. Est-ce que vous avez finalement les assurances vie, est-ce que vous avez différents supports d'investissement, lesquels pourraient avoir un impact très négatif si ce n'est pas traité avant de partir. Et à l'inverse, si vous voulez rentrer en France, ça sera pareil. Il faudra regarder côté américain, qu'est-ce qui se passe, notamment si vous aviez un trust, si vous avez constitué un trust, si vous avez pris des participations dans un partnership ou finalement tous ces sujets qui peuvent être mal appréhendés en France et qui peuvent conduire à cette fameuse double imposition qu'on cherche à éviter avant tout. Et donc, l'objet de tout, c'est avoir du temps et faire au plus vite pour éviter les problématiques. Voilà, j'espère que ça répondra quand même à pas mal de questions. Oui, et juste pour ajouter, c'est vrai qu'on a été parfois un peu alarmiste sur les pénalités, les choses comme ça. Tout ça paraît complexe, mais ça ne l'est pas tant. Donc, ne vous freinez pas dans une expatriation ou des volontés d'investissement dues à la fiscalité. C'est juste que le message à retenir, c'est qu'il faut bien l'appréhender. Il faut être préparé, c'est tout. Si vous partez la fleur au fusil, c'est sûr que ça peut être problématique. Ouais. Ok, merci. Merci à tous les deux. Merci aux internautes. Franchement, beaucoup de questions aujourd'hui. On est très contents et je pense qu'on verra, j'en suis même sûr, on verra en 2026 Jean-Philippe et Briac parce que honnêtement, c'est passé très vite aujourd'hui. Franchement, on aurait pu y rester encore une bonne heure de plus. Donc, merci à tous les deux, vraiment. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci à toi, Léna. Merci à toi.
Ouais, merci. Et n'hésitez pas donc à contacter Jean-Philippe Sora, qui est expert comptable pour le cabinet MSGL, et Briac Duo, qui est avocat à la Cour. Vous allez, les internautes, recevoir donc le lien du replay dès la fin de ce webinaire, donc dans quelques secondes, et l'article sera disponible avec la vidéo sur YouTube, donc à partir de la semaine prochaine, sur lepetitjournal.com, nos éditions aux États-Unis et l'édition internationale. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.